Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'alternateur. Pour introduire cette vidéo, observons cette photo qui représente des éoliennes. Et la question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Comment fonctionne une éolienne? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir le principe de l'alternateur. Ensuite, nous présenterons le phénomène de l'induction. Et enfin, nous verrons de quoi est constitué un alternateur et nous définirons son rendement. Qu'est-ce qui est commun à toutes ces installations productrices d'énergie électrique? Alors d'abord, nous avons ici des éoliennes, là une centrale à charbon, ici une centrale nucléaire et là un barrage hydraulique. En fait, ce qui va être commun, c'est la présence de ce qu'on appelle donc l'alternateur qui va permettre de transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique. Voici le principe. À l'origine, la source d'énergie, c'est de l'énergie mécanique sous forme de translation. Nous allons préciser quelle est concrètement cette énergie mécanique en translation. Pour l'éolienne, c'est le mouvement de l'air. Pour les centrales à charbon et les centrales nucléaires, c'est un mouvement de vapeur d'eau. En effet, la centrale à charbon va, à travers la combustion du charbon, produire de l'énergie thermique qui va servir à faire chauffer de l'eau qui va passer de l'état liquide à l'état vapeur. Et cette vapeur est portée à très haute pression et c'est elle qui va être en mouvement. Donc c'est pareil pour la centrale nucléaire, sauf que on a remplacé la réaction chimique par une réaction nucléaire. Et enfin, le barrage hydraulique, c'est un mouvement d'eau à l'état bien sûr liquide. Là, on va voir apparaître ce qu'on appelle une turbine. La turbine va nous permettre de transformer l'énergie mécanique en translation en énergie mécanique en rotation. Donc on va avoir un axe qui va se mettre à tourner. Et c'est là qu'intervient l'alternateur qui lui va convertir l'énergie mécanique en rotation en énergie électrique. Pour illustrer la diapo précédente, je vais vous faire apparaître deux photos. La première, c'est celle d'une turbine d'une centrale nucléaire. Donc la turbine, vous vous rappelez, son principe, c'est de convertir l'énergie mécanique en translation en énergie mécanique en rotation. Dans une centrale nucléaire, la matière qui va s'écouler, c'est de la vapeur d'eau sous haute pression. Donc on va dire qu'elle arrive dans ce sens-là. Et au contact des ailettes, que vous voyez ici, là, elle va se détendre. C'est-à-dire qu'elle va percuter ces ailettes, les mettre en rotation la turbine et sortir avec une plus basse pression. Deuxième photo, cette fois-ci on va voir une turbine Pelton, c'est ce que vous voyez ici là. Elle va être actionnée par un jet d'eau. Et cette turbine est couplée ici à un alternateur. Donc le jet d'eau, on va imaginer qu'il arrive ici en dessous là. Il vient percuter ce qu'on appelle ici les aubes et donc entraîner la rotation de la turbine. Et la turbine, son axe qui est ici, est couplé à l'alternateur et donc va se mettre à tourner comme la turbine ici tourne. Qu'est-ce qu'un électron libre? Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple d'un conducteur métallique, ici un fil de cuivre. Et si nous zoomons, imaginons qu'on ait cette capacité-là, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Donc ici, vous voyez représenter la gaine qui isole le fil métallique, ici. Et à l'intérieur de la gaine, donc on va retrouver le métal cuivre composé d'atomes. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des atomes de cuivre. Donc si on zoome, l'atome de cuivre a en son centre un noyau avec des protons et des neutrons. Et autour du noyau, dans ce qu'on appelle le nuage électronique, on va retrouver les électrons. L'atome cuivre possède 29 électrons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces 29 électrons, la plupart, ici on va considérer qu'il y en a 28 qui vont rester autour du noyau. Donc ils sont attachés au noyau. Et il y en a un, vous voyez ici, lui, on va le qualifier d'électron libre, puisqu'il ne va plus être attaché à un atome de cuivre particulier. Il appartient à l'ensemble du métal, donc à l'ensemble des atomes de cuivre qui constituent ce fil de cuivre, et il va pouvoir se déplacer d'atome en atome. Donc on peut résumer ça ainsi, parmi les 29 électrons, il y en a un qui n'appartient plus au noyau, mais au métal dans son ensemble, il est mobile d'atome en atome, on l'appelle donc électron libre. Que se passe-t-il dans les métaux lorsqu'il y a un courant électrique? Donc pour répondre à cette question, on va prendre l'exemple d'un circuit électrique, donc constitué de fils métalliques, de fils de cuivre. Donc ce circuit est constitué d'une pile, que vous voyez apparaître ici, avec sa borne plus et sa borne moins. C'est cette pile qui va permettre la circulation d'un courant électrique. Ici on a un appareil de mesure qu'on appelle un ampèremètre. Là on a une lampe qui va nous permettre de transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Et là un interrupteur. Et ici, imaginons qu'on puisse zoomer sur
donc un fil de cuivre et voir ce qui se passe. Là en bleu foncé, sous-entendu, c'est représenté un noyau avec autour donc les électrons qui vont être liés au noyau, et en bleu clair ici, c'est l'électron libre libéré par chaque atome de cuivre. Lorsque le circuit est ouvert, ces électrons libres ont un mouvement désordonné. Vous voyez, les flèches là, elles n'ont pas une direction précise, c'est un peu de partout. Ce qu'on appelle un mouvement désordonné des électrons libres. Il n'y a pas de courant électrique qui circule dans notre circuit électrique. Ensuite, maintenant on va fermer l'interrupteur. Qu'est-ce qui se passe? La lampe s'allume. Si on zoome sur notre métal cuivre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette fois-ci, les électrons libres ont un mouvement ordonné et ils vont être attirés en fait par la borne plus du générateur. Alors on peut interpréter ce qui se passe en disant que justement ce générateur va générer ce qu'on appelle un champ électrique qui va mettre en mouvement donc nos électrons libres. Et donc ce mouvement des électrons libres constitue le courant électrique. Vous devez avoir ces souvenirs-là. En fait, en électricité, on symbolise le courant électrique de la borne plus vers la borne moins. Et vous voyez qu'en fait, c'est le sens inverse du déplacement des électrons libres. Alors, d'où vient ce petit problème? C'est qu'à l'origine, les premiers électriciens ne connaissaient pas les électrons. Ils avaient constaté qu'il y avait quelque chose qui se déplaçait lorsqu'un courant électrique était présent dans un circuit, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Donc eux, ils ont pris par convention un sens. Ils ont dit, ce qui se déplace dans les fils métalliques, ça va de la borne plus à la borne moins. Donc ils se sont trompés, mais historiquement, on a conservé ce sens conventionnel. Mais vous devez savoir que en fait, ce qui se dépasse dans un circuit électrique, ce sont ce qu'on appelle les électrons libres, et ils ont une charge négative, et ils sont attirés par la borne plus du générateur. Donc les électrons libres circulent bien dans le sens inverse du sens conventionnel choisi par les électriciens. On vient de voir que pour faire circuler un courant électrique dans un circuit électrique, on avait besoin d'une pile, et cette pile générait ce qu'on appelle un champ électrique. Là, on va voir un deuxième moyen de mettre en mouvement les électrons libres. Il s'agit d'un champ magnétique cette fois-ci. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un champ magnétique? Alors pour répondre à cette question, je vais prendre l'exemple d'un champ magnétique créé par un aimant permanent. Alors un aimant permanent est constitué de deux pôles. On ne va pas parler de borne plus et de borne moins. Ici, on parle de pôle nord et de pôle sud. Et cet aimant génère ce qu'on appelle un champ magnétique. Ce que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on appelle les lignes du champ magnétique généré par cet aimant permanent. Un exemple d'aimant permanent, c'est la Terre. La Terre, en son centre, va générer justement le champ magnétique terrestre. Voici maintenant une expérience qui illustre ce qu'on appelle le phénomène d'induction. Et on va voir comment créer un courant à partir d'un champ magnétique. Alors le champ magnétique, là, il est généré par l'aimant que vous voyez là, qui est en train de se déplacer. Alors il se déplace sur l'axe de ce qu'on appelle une bobine. Alors une bobine, c'est tout simplement un enroulement d'un fil conducteur. Et ici, vous avez un appareil qui va mesurer la tension aux bandes de ce fil conducteur. Donc là, il n'y a pas de générateur de courant. C'est juste le mouvement de cet aimant qui génère une tension, donc un courant, dans la bobine, donc dans le fil conducteur qui est entouré ici. Et donc ce phénomène-là, on appelle ça l'induction. Et on l'interprète ainsi, c'est la variation d'un champ magnétique qui va générer ce qu'on appelle un courant induit dans cette bobine-là. Quels sont les constituants d'un alternateur? Un alternateur, en fait, il est basé sur le phénomène de l'induction qu'on vient de voir juste avant. Il y aura forcément un champ magnétique qui va varier. Donc ici, la photo que je vous ai mise illustre ceci. Là, on a de l'eau qui s'écoule. Et là, vous avez l'équivalent d'un moulin à eau. En fait, vous voyez, l'eau en s'écoulant va entraîner la rotation de cette turbine, on peut appeler ça comme ça. Et sur la turbine est fixé un aimant permanent. Et donc, du fait qu'il tourne, va générer un champ magnétique variable. Et ce champ magnétique va induire un courant dans cette bobine-là. Les constituants de l'alternateur, il y en a deux. C'est ce qu'on appelle le rotor. En fait, c'est le champ magnétique qui va varier du fait de l'apport de l'énergie mécanique due par exemple à la chute d'eau. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le stator. Donc là, c'est une bobine fixe dans laquelle va être induite donc ce courant dû à la variation du champ magnétique couplé au rotor. La diapo précédente nous a présenté de manière générale les constituants d'un alternateur. Maintenant, nous allons voir plus en détail deux alternateurs. Un qu'on appelle une dynamo, alors c'est de moins en moins utilisé de nos jours, mais qui permet, grâce au mouvement de la roue d'un vélo, de produire de l'énergie électrique qui va pouvoir par exemple alimenter une lampe pour éclairer la route d'un vélo qui est en train de rouler. Et ici, nous avons un alternateur plutôt de type industriel. Donc vous avez les deux schémas fonctionnels qui apparaissent ici. Et on va voir les similitudes et les différences. Donc commençons par la dynamo installée sur un vélo. Donc le principe, c'est que la roue ici, en roulant, va entraîner la petite roulette que vous voyez là. Et cette roulette va être couplée à un aimant qui va se mettre en mouvement. Donc on retrouve ici notre axe de rotation. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle notre rotor.
Donc c'est lui qui va générer un champ magnétique variable. Et ici nous avons le même principe. Donc on va appeler là, c'était la turbine Pelton qui était couplée à l'alternateur. Donc l'axe de rotation là va se mettre à tourner, on retrouve cet axe ici, et entraîner le mouvement d'un aimant permanent qui va générer un champ magnétique. Et là après nous avons ce qu'on appelle donc le stator, que l'on retrouve ici. Alors là on fait apparaître ce qu'on appelle un noyau de fer. Ce noyau de fer, le principe ça va être de augmenter le champ magnétique généré par l'élément permanent ici. En fait la présence d'un noyau de fer permet de accentuer ce champ magnétique. Et là vous avez les bobines du stator. Donc on retrouve le même principe. Là le noyau de fer et en orange là la bobine. Et donc dans cette bobine, du fait de la variation du champ magnétique, on va voir apparaître ce qu'on appelle un courant induit et donc une tension induite qui va être ici réceptionnée et là qui va permettre d'allumer la lampe. Est-ce qu'un ensemble turbo-alternateur transforme intégralement l'énergie mécanique en énergie électrique? Pour répondre à cette question, tout d'abord, on va regarder ici la photo qui illustre justement cet ensemble turbine-alternateur. La turbine, alors vous voyez, vous avez deux morceaux de la turbine ici. Donc ça, en fait, le mouvement d'une certaine matière va entraîner la rotation de cette turbine qui est couplée à cet axe et fixe sur cet axe. On a ici donc le rotor. Rotor, son principe, ça va être de générer un champ magnétique variable. Et donc là, oui, en fait, il est sorti. C'est-à-dire si je rentre cet ensemble à l'intérieur, donc là, vous avez le stator, donc dans lequel va être générée la tension induite due au mouvement ici du rotor qui va générer un champ magnétique variable. Maintenant, je vais parler en chaîne énergétique. Donc, je vous fais apparaître ici l'ensemble turbine-alternateur qui va recevoir de la puissance mécanique, donc on notera Pmk, et son but, ça va être de transformer cette puissance mécanique en puissance électrique, Plect. Toute la puissance mécanique ne va pas être transformée en puissance électrique, il va y avoir des pertes. C'est pour ça qu'on définit ce qu'on appelle le rendement, qui est justement le rapport de la puissance désirée, donc ici la puissance électrique, sur la puissance fournie, la puissance mécanique. Et ce rendement sera toujours inférieur à 1. Comment on interprète c'est inférieur à 1? En fait, il y a une partie de la puissance mécanique qui va se transformer en puissance thermique. Pourquoi? Alors, il y a deux raisons. En fait, c'est tout d'abord ce qu'on appelle les frottements mécaniques. Donc, sur l'axe de rotation, quand il tourne, il va y avoir un échauffement. Et ensuite, comme il y a un phénomène électrique, il va y avoir des pertes aussi par effet Joule. Alors, les pertes par effet Joule, ça peut être interprété aussi comme des frottements microscopiques au niveau du mouvement des porteurs de charge. Donc, vous vous rappelez, ce sont les électrons libres qui, en se déplaçant dans le matériau conducteur, vont frotter le noyau, les autres électrons libres, donc entraîner des pertes dites thermiques. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: comment fonctionne une éolienne? Donc à présent, nous pouvons répondre à cette question, mais pour bien y répondre, je vous fais apparaître ici le schéma d'une éolienne, et plus précisément de la nacelle qui se situe, vous voyez, à l'arrière des pales ici de l'éolienne. Le principe, vous vous rappelez, une éolienne donc, va capter l'énergie mécanique de déplacement de l'air, donc dit autrement l'énergie cinétique du vent. Les pales vont jouer le rôle de la turbine, et donc cet axe-là va être mis en rotation. Alors la différence ici, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un multiplicateur. Pourquoi? L'axe ici va tourner à une pas très grande vitesse, du genre 100 tours par minute. Vous les voyez tourner, les pales, elles ne tournent pas très vite. Pour que notre alternateur qui est situé ici, donc là ils l'ont appelé générateur, fonctionne bien, soit de manière optimum, il faut que l'axe qui est ici tourne à une plus grande vitesse, du genre 1000 tours par minute. Donc cet organe-là va nous servir à augmenter la vitesse de rotation de l'axe ici, pour obtenir une vitesse de rotation de cet axe-là beaucoup plus grande, du genre 10 fois plus grande. Et ainsi, notre alternateur ici va pouvoir produire donc de l'énergie électrique à partir du mouvement de rotation de cet axe-là. Donc avec une chaîne énergétique, on peut résumer tout ceci en disant que l'énergie mécanique en translation, c'est-à-dire le mouvement de l'air, ou dit aussi le vent ici, va être capté par les pales et transformé en énergie mécanique de rotation. Ce moment de rotation, après être passé dans le multiplicateur, là, va avoir une vitesse de rotation beaucoup plus grande et couplé à un alternateur que vous voyez ici, et lui va transformer ce mouvement de rotation en énergie électrique. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fat, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.